La petite fille se tenait debout, frissonnante, devant le restaurant, abandonnée la veille de Noël, regardant les familles à travers la vitre recouverte de givre. Des familles qui avaient un endroit où aller. Personne ne s'est arrêté. Personne ne l'a aidé jusqu'à ce que le grondement commence. Des motos ont dévalé la colline comme une tempête. Du cuir, du chrome et des écussons représentant des têtes de mort. Tout ce que sa mère lui avait appris à craindre. Le motard en tête était imposant, intimidant, le genre d'homme que la société lui avait appris à fuir. Mais lorsqu'il s'est arrêté et s'est accroupi à sa hauteur, lorsqu'il lui a demandé si elle allait bien avec une sincère inquiétude dans ses yeux gris acier, tout ce qu'Adelaide pensait savoir sur les monstres et les héros s'est effondré. Parce que parfois, le salut ne se présente pas sous la forme que l'on attend. Parfois, il arrive sur deux roues, vêtu de cuir, porteur d'une loyauté plus profonde que le sang. Ce qui s'est passé ensuite allait changer la perception de toute une ville sur la famille, la rédemption et la vérité cachée sous les apparences. Le vent de décembre balayait les rues du centre-ville de Ben comme du verre brisé, transportant avec lui l'odeur de la fumée de bois et des pains provenant des décorations de Noël qui ornaient toutes les vitrines de Wall Street. Adelaide Porter, 7 ans, pressait son petit corps contre la vitre givrée du restaurant Franklin's, son souffle créant de petits nuages de condensation qui obscurcissaient sa vue sur les familles à l'intérieur, riant autour d'un chocolat chaud et de crêpes à la menthe poivrée. Elle était là depuis 20 minutes, observant les gens qui avaient leur place quelque part, ceux qui avaient réservé une table et dont les manteaux leur allaient parfaitement, et les parents qui n'oubliaient pas de venir les chercher à l'école. Le manteau d'Adelaide, un vêtement violet usé et trop petit de deux tailles, était la solution trouvée par sa mère pour affronter les hivers de l'Oregon. Tu grandiras et il t'ira, avait dit Karen Porter il y a 3 ans, avant que son alcoolisme ne s'aggrave. Avant que tout ne s'aggrave, la chaleur du restaurant s'infiltrait à travers la vitre, alléchante et cruelle. L'estomac d'Adelaide gargouillait, lui rappelant brutalement qu'elle n'avait mangé qu'un demi-sandwich à la cantine, gardant l'autre moitié dans son sac à dos, car elle ne savait jamais quand elle pourrait manger à nouveau. Madame Chen, son enseignante de CE1, avait commencé à mettre des collations supplémentaires dans le cartable d'Adelaide. Des barres granola, des tranches de pommes, des jus de fruits, accompagnés de petites mots disant par exemple « J'ai trouvé des extras dans mon bureau ». Adelaide connaissait la vérité. Madame Chen avait des yeux bienveillants qui ne pouvaient cacher leur pitié. « Tu vas commander quelque chose, petite, ou tu vas juste embuer ma vitre ». Adélaïde sursauta et se retourna pour trouver Roy Franklin, le propriétaire du restaurant, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. C'était un homme au torse large, avec une barbe grise et un air renfrogné permanent, le genre de personne qui avait vécu à Bend assez longtemps pour se souvenir de l'époque où c'était une ville forestière plutôt qu'une destination touristique. Désolé, Monsieur Franklin. La voix d'Adelaide était faible, étouffée par le vent. J'attendais juste ta mère, encore une fois. La question l'a atteignit comme un coup de poing. Adelaide acquiesça, incapable de le regarder dans les yeux. Elle avait attendu devant l'école pendant 2 heures avant de marcher 5 kilomètres jusqu'à la ville, les doigts engourdis dans ses gants fins, dans l'espoir de trouver la Toyota cabossée de sa mère dans l'un des parkings du centre-ville. Le réveillon de Noël était censé être spécial. Sa mère avait promis, vraiment promis cette fois, qu'elles iraient acheter un sapin sur le parking de l'autoroute 87. Peut-être accrocher des guirlandes lumineuses, regarder un film ensemble. Elle est probablement juste en retard, se dit Adelaide, le mensonge lui laissant un goût amer. C'est la circulation des fêtes. L'expression de Roy Franklin s'adoucit légèrement, son air renfrogné laissant place à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'inquiétude. Il est 16h30, Adelaide. La nuit va bientôt tomber, la température baisse. Il jeta un coup d'œil au ciel où de lourds nuages menaçaient de neige. Tu as un endroit chaud où attendre? Adelaide pensa au duplex qu'elle partageait avec sa mère dans la partie est de la ville, celui dont le chauffage était en panne et dont le propriétaire ne répondait plus aux appels concernant les réparations. Elle pensa à rentrer chez elle dans l'obscurité, dans le silence, avec la peur grandissante que sa mère ne revienne pas du tout cette fois-ci. « Ça ira », dit-elle en s'efforçant de paraître optimiste. « Maman est probablement à la maison en train de se demander où je suis. Je devrais aller voir. » Avant que Roy n'ait le temps de répondre, la porte du restaurant s'ouvrit
et une famille de 4 personnes en sortie, vêtues de vestes North Face et de bottes Sorel, le genre d'équipement qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la mère d'Adelaide. Les parents ne lui jetèrent pas un regard, mais la fille, âgée d'environ 9 ans, avec de parfaites tresses blondes, croissa brièvement le regard d'Adelaide. Adelaide y vit de la reconnaissance, puis autre chose. De la gêne, de la pitié. La fillette détourna rapidement le regard et se dépêcha de rattraper sa famille qui se dirigeait vers un SUV blanc immaculé. Adélaïde connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans les yeux de ses camarades de classe lorsqu'ils invitaient tout le monde sauf elle à leur fête d'anniversaire. Elle l'avait vu sur les visages des autres parents à la sortie de l'école, ceux qui chuchotaient entre eux en jetant des regards dans sa direction. La pauvre. Quelle situation terrible. Quelqu'un devrait vraiment faire quelque chose. Mais personne ne le faisait jamais. Le vent se leva, envoyant une rafale de neige sur le trottoir. Adélaïde serra davantage son manteau inadéquat et se mit à marcher vers l'est en direction du quartier où les lumières de Noël se faisaient plus rares et les maisons plus petites. Ses baskets, usées au niveau des semelles, offraient peu de protection contre le froid qui s'échappait du trottoir. Elle avait parcouru 3 pâtés de maisons lorsqu'elle entendit le grondement. Au début, Adélaïde crut que c'était le tonnerre, même si cela semblait impossible en décembre. Mais le bruit devint plus fort, plus grave, un grondement mécanique qui résonnait dans sa poitrine. Elle se retourna et les vit arriver au sommet de la colline sur Greenwood Avenue. Une file de motos, leur chrome captant les dernières lueurs du jour, leur conducteur vêtu de cuir noir qui semblait absorber l'obscurité grandissante. Les Hells Angels. Adélaïde reconnut les écussons sur leur veste, le logo représentant une tête de mort qu'elle avait vue dans les journaux télévisés et entendue dans les conversations d'adultes menées à voix basse, dans un ton craintif. C'étaient les hommes dont sa mère l'avait mise en garde, ceux qui étaient censés dealer de la drogue, se battre dans les bars et terroriser les citoyens respectables. C'étaient les croque-mitaines de la conscience collective de Ben. C'était pour cette raison que les gens verrouillaient leurs portes lorsqu'ils entendaient ce grondement caractéristique s'approcher. La moto de tête ralentit à l'approche et Adélaïde se retrouva figée sur le trottoir, prise entre l'instinct de fuite et l'étrange paralysie qui accompagne la peur véritable. Le moteur était imposant, mesurant facilement 1,85 m, avec des épaules qui tendaient son gilet en cuir et des bras couverts de tatouages élaborés qui disparaissaient dans des gants noirs. Sa barbe était épaisse et sombre, striée de gris, et ses yeux derrière ses lunettes de moto étaient de la couleur de l'acier. Il arrêta sa moto à 3 mètres d'Adelaide, le moteur tournant au ralenti avec un ronronnement grave et menaçant. Les autres moteurs, au moins une quinzaine, formèrent un demi-cercle derrière lui, le visage caché derrière des bandanas et des lunettes de soleil malgré la lumière déclinante. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis le moteur en tête coupa son moteur et retira ses lunettes, révélant des yeux qui n'étaient ni cruels ni froids, mais profondément et sincèrement inquiets. « Ça va, petite ?» Sa voix était étonnamment douce, contrastant avec son apparence intimidante. « Il commence à faire nuit. Quelqu'un vient te chercher ?» La gorge d'Adelaide était sèche. Tous les réflexes que sa mère lui avait inculqués lui criaient de s'enfuir, de ne pas parler à des inconnus, surtout pas à ces inconnus-là. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, quelque chose qui lui rappelait la gentillesse de Madame Chen, qui la fit hésiter. « Je vais bien », parvint-elle à dire, sa voix à peine audible dans le vent. « Je rentre juste chez moi. » Le moteur jeta un coup d'œil derrière elle, vers le quartier résidentiel où les lampadaires commençaient à s'allumer. « C'est loin à pied par ce temps. Où habites-tu? » Tout près. Un autre mensonge, et ils le savaient tous les deux. L'une des autres cyclistes, une femme aux cheveux roux tirés en arrière en une tresse sidérée, se pencha en avant sur son vélo. « Brooks, nous devrions… »« Je sais. » L'homme, Brooks, leva la main, son attention toujours fixée sur Adélaïde. « Comment vous appelez-vous? » Adélaïde savait qu'elle ne devait pas répondre. Elle savait que c'était exactement le genre de situation à laquelle les avertissements paranoïaques de sa mère l'avaient préparée. Mais le froid s'insinuait profondément dans ses os, et le chemin du retour lui semblait soudainement impossible à parcourir. Et l'inquiétude de Brooks lui semblait plus sincère que tout ce qu'elle avait connu depuis des mois. « Adela », murmura-t-elle. Brooks acquiesça lentement, comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Adela, je m'appelle Brooks. Voici mon équipe. »
Il désigna les moteurs derrière lui. Nous nous rendons à notre clubhouse pour préparer la veille de Noël, mais je ne peux pas partir en sachant qu'une petite fille marche seule dans le noir et le froid la veille de Noël. Je vais donc te reposer la question et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que ça va? Cette question fit craquer quelque chose dans la poitrine d'Adelaide. Toute la peur qu'elle avait refoulée, toute la solitude, l'abandon et l'espoir désespéré que cette année serait peut-être différente. Tout cela remonta d'un coup. Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle ne pouvait retenir. Ma mère devait venir me chercher, s'entendit-elle dire, les mots sortant précipitamment. Elle avait promis que nous achèterions un sapin, que nous regarderions des films et que ce serait spécial. Mais elle n'est pas venue. J'ai attendu, et je ne sais pas où elle est. J'ai tellement froid, je veux juste rentrer chez moi, mais je ne veux pas être seule à Noël. À la fin, Adélaïde pleurait ouvertement, ses frêles épaules secouées par les sanglots qu'elle avait réprimés pendant des heures. Elle s'attendait à ce que les moteurs s'en aillent, gênée par la crise émotionnelle d'une enfant. C'est ce que faisaient la plupart des adultes. Au lieu de cela, Brooks descendit de sa moto et s'accroupit à sa hauteur, réduisant sa taille intimidante à quelque chose de moins impressionnant. Il n'essaya pas de la toucher, n'envahit pas son espace, mais sa présence était solide et stable, et d'une certaine manière rassurante. Quel âge as-tu, Adelaide? 7 ans. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main, embarrassée. 7 ans, trop jeune pour faire face à ce genre de souffrance. La voix de Brooks était calme mais ferme, trop jeune pour être seul la veille de Noël. Il jeta un coup d'œil à son équipe et un échange silencieux eut lieu entre eux. Nous allons t'aider, d'accord? La première chose à faire est de trouver ta maman. Nous allons nous assurer que tu rentres chez toi en toute sécurité, mais tu dois me faire confiance. Tu peux faire ça? Adélaïde le regarda dans les yeux et y vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une certitude absolue. Aucune hésitation, aucune promesse vide, juste une détermination tranquille à aller jusqu'au bout. Elle acquiesça. Le clubhouse des Hells Angels se trouvait à la périphérie de Bend, dans un entrepôt reconverti de la 3e rue qui abritait autrefois du matériel forestier. Il servait désormais de quartier général à la section High Desert, un refuge pour les hommes et les femmes qui avaient trouvé une fraternité et une sororité dans le grondement des moteurs et le code de loyauté qui régissait leur vie. Brooks avait demandé à Adélaïde d'appeler Madame Chen depuis son téléphone portable avant de partir. La conversation avait été brève mais révélatrice. Madame Chen avait confirmé qu'elle avait essayé de joindre la mère d'Adelaide tout l'après-midi, la voix tendue par l'inquiétude, qui s'était transformée en une alarme à peine dissimulée lorsque Adelaide lui avait expliqué qu'elle était avec des personnes qui l'aidaient. « Adelaide, où es-tu exactement? » avait demandé Madame Chen d'une voix prudente d'enseignante, masquant une profonde inquiétude à l'égard de Brooks et de ses amis. « Ils ont des motos? » Le silence à l'autre bout du fil s'était prolongé suffisamment longtemps pour qu'Adelaide craigne d'avoir commis une terrible erreur. Madame Chen avait alors dit « Laisse-moi lui parler, ma chérie. » Brooks avait pris le téléphone et s'était éloigné pour parler à voix basse, de sorte qu'Adelaide ne pouvait pas entendre. La conversation avait duré 5 minutes. L'expression de Brooks était indéchiffrable derrière sa barbe. À son retour, il avait simplement dit « Ton professeur va nous rejoindre au clubhouse dans 1 heure. D'ici là, nous allons nous assurer que tu es au chaud et que tu manges à ta faim. » D'accord. À présent, Adélaïde était assise dans un coin de la pièce principale du clubhouse, enveloppée dans une couverture en polaire qui sentait l'huile de moteur et le cèdre, une tasse de chocolat chaud réchauffant ses mains. L'endroit était exactement comme elle l'avait imaginé, et pourtant complètement différent. Oui, il y avait des motos en divers états de réparation et des murs couverts de patchs, de photos et de souvenirs des Hells Angels, mais il y avait aussi des guirlandes de Noël suspendues aux poutres apparentes et un petit sapin dans le coin décoré d'ornements faits à la main, et l'odeur du chili qui mijotait dans une mijoteuse quelque part à l'arrière. Plus surprenante encore étaient les personnes elles-mêmes. Adélaïde s'attendait à voir des criminels, des voyous, les monstres des reportages et des histoires édifiantes. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée entourée d'hommes et de femmes qui discutaient du meilleur itinéraire pour la collecte de jouets du lendemain, qui se saluaient chaleureusement, qui évoluaient avec la camaraderie décontractée de personnes qui avaient choisi de former une famille. Le gamin a l'air à moitié gelé, a déclaré Gavin, un jeune membre avec des tatouages sur les bras et un piercing au septum qui aurait terrifié la mère d'Adelaide.
Il a posé un bol de chili et un paquet de crackers sur la table à côté d'elle. Mange, le chili de Rita est légendaire. Il remporte le concours du comté depuis 15 ans. Adélaïde le regarda, toujours incertaine, attendant toujours que le couperet tombe. Merci. Ne me remercie pas. Remercie Rita. Gavin fit un signe de tête en direction de la femme rousse qui avait parlé plus tôt, debout près d'une cuisine improvisée, remuant quelque chose dans la mijoteuse avec l'intensité concentrée d'un chef professionnel. Mais attention, c'est très épicé. Tu voudras peut-être des crackers en plus. Adélaïde prit une bouchée hésitante et comprit immédiatement pourquoi Rita continuait à gagner des concours. Le chili était riche et complexe, la réchauffant de l'intérieur, exactement ce dont son corps gelé avait besoin. Elle avait mangé la moitié du bol avant de réaliser à quel point elle avait faim. Brooks apparut depuis un bureau à l'arrière, le téléphone collé à l'oreille, l'air sombre. Adélaïde pouvait entendre des bribes de sa conversation. J'ai vérifié tous les endroits habituels. Personne ne l'a vu depuis hier. Je vais peut-être devoir appeler les secours. Elle sentit son estomac se nouer d'un autre genre de froid. Il raccrocha et s'approcha d'Adelaide, tirant une chaise pliante pour s'asseoir en face d'elle. Adelaide, je dois te poser quelques questions difficiles et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu peux le faire? Adelaide posa sa cuillère. Son appétit soudainement disparut. Elle acquiesça. Quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois? Hier matin, avant de l'école. Elle vous a déposé? Adélaïde secoua la tête. Je marche. Ce n'est qu'à 1 kilomètre. Brooks serra les mâchoires. A-t-elle dit où elle allait? Chez qui elle pourrait séjourner? Elle, elle a des amis. Adélaïde ne voulait pas en dire plus. Elle ne voulait pas parler des hommes qui venaient au duplex Star le soir, des fêtes qui duraient jusqu'à l'aube, des moments où sa mère disparaissait pendant des jours et revenait différente, plus dure, plus distante, sentant la cigarette et d'autres odeurs qu'Adelaide ne savait pas nommer. Adelaide, Brooks se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix douce mais insistante. Je sais que c'est effrayant. Je sais que parler de ta mère te donne l'impression de la trahir. Mais si nous voulons t'aider, je dois comprendre ce qui se passe. Ta professeure, Madame Chen, s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète depuis un certain temps déjà. Ta mère traverse-t-elle une période difficile? La question était si directe, si honnête, qu'Adelaide sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Elle avait passé tellement de temps à protéger les secrets de sa mère, à faire semblant que tout allait bien, que le fait de le dire à voix haute lui donnait l'impression de franchir un seuil qu'elle ne pourrait plus franchir. Où elle boit, murmura Adélaïde, beaucoup. Et parfois, elle ne rentre pas à la maison. Et quand elle rentre, elle est différente, en colère ou triste, ou elle ne se souvient pas des choses qu'elle a promises. Elle leva les yeux vers Brooks, désespérée qu'il comprenne. Mais c'est quand même ma mère. Elle essaye vraiment. L'expression de Brooks changea, non pas pour la juger, mais pour lui témoigner une profonde compréhension qui surprit Adélaïde. Je sais, ma petite, la dépendance est une chose terrible. Elle pousse les gens bien à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire, à blesser des gens qu'ils n'auraient jamais voulu blesser. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mon père était un buveur, un ivrogne méchant. J'ai passé beaucoup de Noël à me demander s'il viendrait, puis à regretter qu'il soit venu. Adelaide ne s'attendait pas à cela. Elle ne s'attendait pas à ce que Brooks, cet homme intimidant et puissant, ait ses propres blessures, son propre passé d'enfant qui attendait. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Il a fini par devenir sobre. Il a fallu qu'il touche le fond, qu'il perde presque tout, mais il y est arrivé. Brooks la regarda dans les yeux. Mais Adelaide, voilà le problème. Tu peux aimer ta mère tout en ayant besoin de mieux que ce qu'elle t'offre actuellement. Tu peux vouloir qu'elle aille le mieux tout en veillant à ta sécurité. Ces deux choses ne s'excluent pas mutuellement. Avant qu'Adelaide n'ait le temps de répondre, la porte du clubhouse s'ouvrit et un souffle d'air froid annonça l'arrivée de nouveaux visiteurs. Madame Chen se précipita à l'intérieur, son expression passant de l'inquiétude au soulagement dès qu'elle aperçut Adelaide. Derrière elle venait quelqu'un qu'Adelaide ne s'attendait pas à voir. L'officier Jasper Kent, un policier qu'elle avait vu à l'école, celui qui enseignait le programme d'art et aidait parfois à réguler la circulation lors de la dépose des élèves. L'atmosphère dans le clubhouse changea immédiatement. Plusieurs motards se raidirent, mettant la main dans leur poche ou changeant subtilement de position, comme le font les gens lorsqu'ils se préparent à une confrontation.
Brooks se leva lentement, se plaçant entre Adélaïde et les nouveaux arrivants, son langage corporel protecteur mais pas agressif. Jasper, dit Brooks d'un ton neutre, sans aucune chaleur. Brooks, la main de l'agent Kent se posa près de son ceinturon, mais pas sur son arme. Son regard balaya le clubhouse, enregistrant les visages et les sorties avant de se poser à nouveau sur Brooks. J'ai reçu un appel de Lin Chen au sujet d'une enfant disparue. Imaginez ma surprise quand elle m'a dit que la section du désert la détenait. Nous l'aidons, intervint Rita d'une voix aiguë. Nous l'avons trouvée errant dans le centre-ville dans le froid, abandonnée par sa mère. Que vouliez-vous que nous fassions? Laisser une enfant de 7 ans mourir de froid? J'aurais préféré que vous appeliez les autorités compétentes au lieu de l'amener dans un club de motards. Jasper avait un ton professionnel mais direct. Ce n'est pas approprié, tu le sais. Approprié? Gavin rit, d'un rire amer, comme s'il était approprié que les services sociaux aient été informés une demi-douzaine de fois de la situation d'Adelaide et que rien n'ait changé. Comme s'il était approprié que les enseignants doivent emporter de la nourriture supplémentaire parce qu'ils savent qu'un enfant ne mange pas à la maison. Où étaient les autorités compétentes à ce moment-là? La tension monta d'un cran. Adelaide pouvait la sentir peser sur la pièce. Toute l'histoire, les préjugés et la méfiance mutuelle qui existaient entre les forces de l'ordre et les personnes qui portaient l'écusson des Hells Angels. Elle voulait disparaître, ne pas être la cause de cette confrontation. Madame Chen s'avança, sa voix coupant court à l'hostilité grandissante. Tout le monde, s'il vous plaît. Adelaide n'a pas besoin de voir des adultes se disputer. Elle se dirigea vers l'endroit où Adelaide était assise et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Ma chérie, tu vas bien? Quelqu'un te fait du mal? » Adelaide secoua vigoureusement la tête. « Non, ils ont été très gentils. Ils m'ont donné à manger et du chocolat chaud, et Brooks vous a appelé comme je vous l'avais demandé. » Elle s'interrompit et regarda les visages qui l'observaient. « Ce sont des gens bien, Madame Chen. Ils m'aident. » Madame Chen scruta le visage d'Adélaïde, puis jeta un coup d'œil au motard, une expression complexe traversant son visage. Finalement, elle se tourna vers l'agent Kent. « Jasper, je connais ces gens depuis des années. Brooks entraîne une équipe de baseball junior. Rita est bénévole à la banque alimentaire. Il ne ferait jamais de mal à un enfant. Il ne s'agit pas de mal, Lynn. Il s'agit du protocole. La mère de cette fille a disparu. Elle est peut-être en danger. C'est désormais une affaire policière. » Jasper sortit d'une radio. « Je dois appeler le Central. Appeler les services sociaux. » Non. La voix d'Adelaide surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle se leva, la couverture tombant de ses épaules. « S'il vous plaît, n'appelez personne d'autre. S'il vous plaît, ils vont m'emmener. Ils vont me placer dans une famille d'accueil. Et je ne reverrai plus jamais ma maman. Et je veux juste... » Sa voix se brisa. « Je veux juste rentrer à la maison. Je veux que ma maman rentre à la maison. S'il vous plaît. » Le clubhouse était devenu complètement silencieux. Adelaide pouvait entendre le vent hurler dehors, le craquement du vieux bâtiment qui s'affaissait, les battements rapides de son propre cœur. Brooks s'accroupit à nouveau, se mettant à la hauteur des yeux d'Adelaide. « Hey, écoute-moi. Personne ne t'emmènera où tu ne veux pas aller ce soir. Tu m'entends? Ça n'arrivera pas sous ma surveillance. »« Brooks, tu ne peux pas, » commença Jasper. « Je ne peux pas quoi? » Brooks se redressa, sa grande taille soudain imposante d'une manière qui ne l'avait pas été auparavant. « Je ne peux pas m'assurer qu'une enfant ait un endroit sûr où passer le réveillon de Noël. Je ne peux pas faire ce que le système aurait dû faire il y a des mois. » Il fit un pas vers Jasper, sa voix devenant plus dure. « Vous voulez m'arrêter parce que je me soucie d'elle, monsieur l'agent? Allez-y. Mais cette fille n'ira pas dans le système ce soir. Pas si je peux l'empêcher. » Le face-à-face s'éternisa entre eux. Des années de suspicion mutuelle se cristallisèrent à cet instant. Adelaide retint son souffle, terrifiée à l'idée que son appel à l'aide aboutisse à l'arrestation de Brooks et empire la situation. Puis Madame Chen prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « Jasper, j'en prendrai la responsabilité. Adelaide peut rester chez moi ce soir. Demain, nous discuterons de la suite des événements avec sa mère et les services sociaux si nécessaire. Mais ce soir, elle a besoin de stabilité et d'attention. Pas d'être ballottée d'un établissement à l'autre pendant que nous remplissons des papiers. » Elle regarda Brooks. « Merci de vous être occupé d'elle. Vraiment. » Brooks soutint le regard de Jasper un instant,
puis acquiesça d'un signe de tête. Je fais juste ce qu'il faut. Jasper expira lentement, retirant sa main de sa radio. Très bien. Mais Lynn, c'est ta responsabilité. Si quelque chose arrive, il n'arrivera rien, lui assura Madame Chen. Elle se tourna vers Adélaïde et lui tendit la main. Viens, ma chérie. On va te trouver un endroit chaud où passer la nuit. Adélaïde regarda Brooks, Rita et Gavin, ainsi que tous les autres motards qui lui avaient montré plus de gentillesse en 2 heures que la plupart des gens en plusieurs mois. Merci, dit-elle du fond de son petit cœur. Brooks sourit, son expression intimidante se transformant en quelque chose de presque doux. Joyeux Noël, Adelaide. Prends soin de toi, d'accord? Alors que Madame Chen la conduisait vers la porte, Adelaide entendit Rita murmurer à Brooks. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Loin de là, répondit Brooks, sa voix empreinte de la gravité d'une promesse. La maison de Madame Chen était exactement comme Adélaïde s'était imaginé la maison d'une enseignante. Chaleureuse, ordonnée, remplie de livres et parfumée par des bougies à la vanille. La chambre d'amis était équipée d'un lit avec une couette épaisse et des oreillers qui ne sentaient pas de la cigarette. Et à travers la fenêtre, Adélaïde pouvait voir les lumières de Noël scintiller sur les maisons voisines. Chacune d'entre elles lui rappelait une normalité qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Elle resta éveillée longtemps après que Madame Chen l'eut bordée, fixant le plafond et repassant les événements de la soirée dans sa tête. La peur qu'elle s'attendait à ressentir en présence des Hells Angels ne s'était jamais matérialisée. Au lieu de cela, elle avait ressenti quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Le sentiment d'être vue, d'avoir de l'importance pour des gens qui n'avaient aucune obligation de se soucier d'elle. Son téléphone, un vieux téléphone à clapet que sa mère lui avait donné pour les urgences, vibra sur la table de chevet. Adélaïde le saisit, espérant que sa mère avait enfin appelé, mais c'était le numéro de Madame Chen. Un SMS. Je n'arrive pas à dormir non plus. Descends si tu veux. Il y a du chocolat chaud qui t'attend. Adelaide trouva Madame Chen dans la cuisine, 2 tasses de chocolat chaud fumant sur le comptoir, l'air aussi insomniaque qu'Adelaide se sentait. Elles s'assirent à la petite table à manger, la seule lumière provenant de la guirlande lumineuse que Madame Chen avait laissée allumée dans le salon. « Tu veux en parler? » demanda gentiment Madame Chen. Adelaide enroula ses mains autour de la tasse chaude. Il n'était pas comme je m'y attendais. Les motards, les Hells Angels, précisa Madame Chen, sans jugement dans la voix. Et non, ils le sont rarement. Tout le monde dit toujours qu'ils sont dangereux, qu'il faut les éviter, mais Brooks, Rita et les autres, ils étaient gentils, vraiment gentils. Adelaide leva les yeux vers son enseignante. Pourquoi les gens les traitent-ils comme des monstres? Madame Chen réfléchit attentivement à la question, comme elle le faisait en classe lorsqu'un élève posait une question qui méritait une vraie réponse. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Les Hells Angels ont l'air intimidants, Adelaide. Le cuir, les motos, les écussons, ils ont une réputation et une partie de celle-ci est méritée. Mais ils ont aussi un code, une loyauté les uns envers les autres et envers leur communauté que la plupart des gens ne voient jamais. Les connais-tu depuis longtemps? Brooks a entraîné mon neveu dans la petite ligue pendant 3 ans. Il était plus dur avec ses enfants que n'importe quel autre entraîneur que j'ai vu. Il exigeait de la discipline, des efforts, du respect, mais il n'a jamais manqué un match, n'a jamais laissé un enfant se sentir exclu ou inférieur. Lorsque le père de mon neveu est parti, c'est Brooks qui s'est présenté à sa fête d'anniversaire, lui a apporté un gant et lui a appris à lancer une balle courbe. Madame Chen sourit à ce souvenir. Rita a organisé la collecte alimentaire qui a nourri 200 familles à Thanksgiving. Gavin encadre des enfants qui ont dépassé l'âge de rester en famille d'accueil, les aide à trouver un emploi et un logement. Adélaïde absorba ces pièces d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de résoudre. Mais l'officier Kent semblait vraiment en colère qu'il m'ait arrêté. Jasper et ses raisons d'être méfiant. Il y a une histoire là-dessous, des conflits qui remontent à des années. Et oui, certains membres du club ont fait des choses qui ont attiré l'attention de la police. Mais la section du Haut-Désert. Madame Chen secoua la tête. Ce ne sont pas les démons que les gens décrivent. Ils sont compliqués, comme la plupart des gens. Ils sirotèrent leur chocolat chaud dans un silence confortable. Finalement, Adélaïde posa la question qui la taraudait depuis le début de la soirée. « Qu'est-ce qui va m'arriver? » Madame Chen ne lui offrit pas de vaines assurances. « Je ne sais pas, ma chérie. Demain,
Je passerai quelques coups de fil pour voir si nous pouvons localiser ta mère. Si nous n'y parvenons pas, ou si elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas s'occuper de toi pour le moment, les services de protection de l'enfance interviendront. Ils essaieront de te placer chez des proches si possible. Mais je n'ai pas de famille, pas dans les environs. Quoi qu'il en soit, dit Adelaide d'une petite voix. Ma grand-mère est décédée l'année dernière. La sœur de ma mère vit au Texas, mais elles ne se parlent pas. Mon père, je ne sais pas qui est mon père. Le désespoir de sa situation s'abattit sur elle comme la neige, froid et suffocant. Madame Chen tendit le bras par-dessus la table et couvrit la main d'Adelaide de la sienne. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Je m'en assurerai. Et Brooks aussi, je suppose. Pourquoi? Pourquoi s'en soucierait-il? Il ne me connaît même pas. Parce que les gens comme Brooks, ceux qui ont vécu ce que tu vis, se souviennent de ce que l'on ressent quand on est oublié. Et ils ont décidé de ne pas laisser cela arriver à quelqu'un d'autre s'ils peuvent l'empêcher. Madame Chen serra la main d'Adelaide. Parfois, les personnes que la société nous dit de craindre sont celles qui nous comprennent le mieux. Le lendemain matin, c'était le jour de Noël, et Adélaïde se réveilla avec l'odeur des crêpes et le bruit de Madame Chen qui parlait doucement au téléphone dans la cuisine. À travers la fenêtre, Bend était recouverte de neige fraîche, le genre de matin de Noël parfait, comme sur une carte postale, qui n'existe généralement que dans les films. Madame Jen raccrocha lorsque Adélaïde entra dans la cuisine, l'air soigneusement neutre. Joyeux Noël, ma chérie. J'ai fait des crêpes aux myrtilles. Des nouvelles, demanda Adélaïde, même si elle connaissait déjà la réponse en voyant le visage de Madame Chen. Toujours aucun signe de ta mère. J'ai appelé toutes les personnes auxquelles j'ai pu penser. L'officier Kent a déposé une déclaration de disparition. Madame Chen retourna une crêpe avec plus de force que nécessaire, mais c'était Noël, donc tout allait lentement. Nous en saurons plus demain. Elles prirent leur petit déjeuner devant la télévision, regardant le défilé de Macy's dans un silence confortable. Madame Chen avait même déposé quelques cadeaux emballés sous son petit sapin, principalement des livres et un manteau d'hiver chaud qui lui allait parfaitement. Adélaïde essaya d'apprécier ce moment, essaya de faire comme si tout était normal, mais l'absence de sa mère lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Vers midi, on frappa à la porte. Madame Chen ouvrit et trouva Brooks debout sous le porche, la neige saupoudrant sa veste en cuir, un grand carton dans les bras. Derrière lui, Adélaïde pouvait voir des motos alignées le long de la rue. Pas seulement 15 cette fois, mais des dizaines, peut-être plus. Brooks, la surprise de Madame Chen était évidente. Qu'est-ce que j'entends? Adélaïde était là pour Noël. La voix de Brooks était bourrue, presque embarrassée. Le club a pensé qu'elle devrait avoir une fête comme il se doit, si cela vous convient. Madame Chen s'écarta et Brooks entra, posant la boîte sur le sol du salon. Adelaide jeta un coup d'œil à l'intérieur et découvrit des cadeaux emballés portant son nom. Des étiquettes indiquaient « de la part du chapitre High Desert »,« de la part de Rita » et « de la part de Gavin ». Nous ne savions pas ce que tu aimais, dit Brooke en s'agenouillant à côté de la boîte. Alors, nous avons pris un peu de tout, des livres, du matériel artistique, des vêtements, des jouets. Rita a insisté pour offrir le chien en peluche. Elle a dit que tous les enfants ont besoin d'un doudou. Les yeux d'Adelaide se sont mis à brûler. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, je sais, mais nous voulions le faire. Brooks jeta un coup d'œil à Madame Chen. Les autres membres du club sont dehors. Nous nous demandions si Lynn serait d'accord pour que nous passions un moment ensemble. Nous avons du chocolat chaud dans les thermos, de la musique, pour faire de cette journée un vrai Noël. Avant que Madame Chen n'ait pu répondre, Adélaïde se dirigeait déjà vers la porte et l'ouvrait pour découvrir un spectacle extraordinaire. La rue était remplie de motards, d'hommes et de femmes vêtus de cuir et de denim, certains avec de la neige sur leurs vestes, d'autres tenant des thermos et des gobelets en papier. Mais ils n'étaient pas seuls. Adelaide reconnut des visages de la ville. Roy Franklin du restaurant tenant une boîte de pâtisserie, la sœur de Rita avec ses deux enfants, et même certains de ses camarades de classe avec leurs parents, des gens qui n'avaient probablement jamais parlé à un Hells Angel de leur vie, tous attirés par le bouche à oreille et l'étrange magnétisme d'une gentillesse inattendue. La foule devait compter près de 200 personnes, toutes rassemblées dans une rue résidentielle de Bend le matin de Noël.
unis par l'idée simple qu'une fillette de 7 ans ne devrait pas passer les fêtes seule et oubliée. Adélaïde monta sur le porche, submergée par l'émotion. Brooks vint se placer à ses côtés, sa présence solide et rassurante. Il s'avère, dit-il doucement, que les nouvelles vont vite dans une petite ville. Quand les gens ont appris ce qui s'était passé, qu'ils ont appris que tu passais Noël sans ta famille, ils ont voulu t'aider, ils ont voulu te montrer que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, ce sont simplement les gens qui décident que tu comptes pour eux. Quelqu'un a commencé à chanter Jingle Bells, faux et enthousiaste. D'autres se sont joints à lui, leurs voix se mêlant dans une joyeuse cacophonie. Adelaide vit Rita distribuer des biscuits. Gavin a aidé les enfants à construire des bonhommes de neige, des des motards et des civils se mélangeaient d'une manière qui aurait semblé impossible 24 heures plus tôt. L'agent Jasper Kent s'arrêta dans sa voiture de patrouille et Adelaide se tendit, craignant qu'il ne disperse le rassemblement. Mais il se contenta de se garer, de sortir et de marcher jusqu'à l'endroit où se tenait Brooke. C'est une sacrée violation du code, dit Jasper. Mais il n'y avait aucune colère dans sa voix. Obstruction de la circulation, trouble à l'ordre public, rassemblement illégal. Vous allez nous verbaliser, monsieur l'agent? Demanda Brooks. Jasper regarda la foule, les familles et les motards, le visage baigné de larmes d'Adelaide, la joie pure et simple qui émanait de la scène. Il soupira, son expression s'adoucissant. Non, joyeux Noël, Brooks. Joyeux Noël, Jasper. La fête dura des heures. Adelaide ouvrit ses cadeaux entourés d'inconnus qui lui semblaient être des amis, mangea plus de biscuits et but plus de chocolat chaud qu'elle n'aurait cru possible, et découvrit que Rita était douée pour faire des bonhommes de neige et que Gavin racontait des blagues terribles qui, d'une manière ou d'une autre, les rendaient encore plus drôles. Elle regarda les habitants de Bend, issus de tous les horizons, se rassembler d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, les barrières tombant face à l'humanité commune. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la neige de nuances orange et rose, Brooks s'accroupit une fois de plus à côté d'Adelaide. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant une petite boîte emballée de sa poche. « Je ne voulais pas te donner ça devant tout le monde. » Adelaide la déballait et découvrit un délicat bracelet en argent avec un seul charme, une petite moto. « Ce n'est pas grand-chose, dit Brooke, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu sais ce qui caractérise ce club, c'est la loyauté. C'est prendre soin des gens qui en ont besoin. Tu en fais partie maintenant, Adelaide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, de jour comme de nuit. Tu comprends? » Adelaide acquiesça, incapable de parler à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge. « Et Adelaide, quoi qu'il arrive avec ta mère, quoi qu'il arrive ensuite, tu es plus forte que tu ne le penses. Je le vois en toi. Ne l'oublie pas. » Il lui tendit une carte avec son numéro de téléphone, puis il partit rejoindre son club, qui démarrait ses motos pour rentrer chez lui. Le grondement des moteurs emplit la rue, et Adélaïde regarda les 200 personnes qui lui avaient appris ce que signifiait vraiment la famille disparaître dans le crépuscule. La mère d'Adélaïde réapparut 3 jours plus tard. Le téléphone de Madame Chen sonna à 2 heures du matin, et Adélaïde se réveilla au son de la conversation basse et tendue de son enseignante dans le couloir. À travers la fente de la porte de sa chambre, elle entendit des bribes. « L'hôpital veut voir sa fille. » Karen Porter attendait à l'hôpital Ben Memorial, plus petite et plus frêle qu'Adelaide ne se souvenait. Les yeux de sa mère étaient injectés de sang, ses mains tremblaient même lorsqu'elle tenait le gobelet en plastique de l'hôpital, et elle avait des ecchymoses sur les bras qu'Adelaide essayait de ne pas regarder de trop près. « Bébé », murmura sa mère lorsque Adelaide entra dans la chambre. Madame Chen se tenait derrière elle, protectrice. « Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. » Adelaide voulait courir vers elle, voulait tout pardonner immédiatement comme elle le faisait toujours, mais quelque chose avait changé en elle au cours des 3 derniers jours. Les paroles de Brooks résonnaient dans son esprit. « Tu peux aimer ta mère et avoir besoin de mieux que ce qu'elle t'offre actuellement. »« Où étais-tu? » demanda Adelaide d'une voix plus calme qu'elle ne l'était en réalité. Le visage de Karen se décomposa. « J'ai fait des erreurs, Adelaide. De grosses erreurs. Je suis allé voir des amis et les choses ont dérapé et j'ai perdu la notion du temps. Je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que je t'avais promis Noël et que j'ai rompu cette promesse. Tu romps beaucoup de promesses, maman.
Les mots restaient suspendus dans l'air, vrais et terribles. Madame Chen se déplaça derrière Adelaide, un signe silencieux de soutien. Je sais, murmura Karen, je sais que c'est vrai, mais chérie, je vais changer. Je te jure que je vais changer. Ils disent que je peux suivre ce programme, dans cet endroit qui m'aidera à me désintoxiquer, vraiment cette fois, et ensuite nous serons à nouveau une famille. Une vraie famille. Adélaïde avait déjà entendu ce discours auparavant. Après chaque beuverie, chaque disparition, chaque promesse non tenue, sa mère jurait que les choses seraient différentes. Et pendant une semaine ou deux, c'était le cas, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Adelaide ne retournera pas dans ce duplex, dit Madame Chen avec fermeté. Pas avant que vous ne soyez stable. Pas avant qu'il y ait la preuve que vous pouvez offrir un environnement sûr. Les yeux de Karen brillèrent d'une lueur, de colère, de peur, avant de s'assombrir et de laisser place à la résignation. Je comprends, vraiment. Les services sociaux sont déjà impliqués de toute façon. Ils parlent d'un placement temporaire pendant mon traitement. Elle regarda Adelaide. Est-ce que cela te conviendrait? Adelaide pensa au duplex avec son chauffage en panne et son réfrigérateur vide. Elle pensa à la nuit passée à écouter les postes de sa mère, sans jamais savoir si elle allait venir. Elle pensa au matin de Noël, entourée de 200 personnes qui avaient décidé qu'elle comptait. « Je veux que tu ailles les mieux, maman », dit Adelaide doucement. « Vraiment mieux. Pas juste pour un petit moment. Pour de vrai. Je le ferai. Je te le promets. » Karen se reprit. « Non, plus de promesses que je ne pourrai tenir. Je vais essayer. C'est tout ce que je peux dire. Je vais faire de mon mieux. » Ce n'était pas ce qu'Adelaide voulait entendre, mais c'était la chose la plus honnête que sa mère ait dite depuis des mois. Le placement en famille d'accueil s'est fait plus rapidement que prévu. Les Johnson étaient un couple d'âge moyen vivant à Southwest Bend qui accueillait des enfants depuis 15 ans. Leur maison était propre et chaleureuse, remplie de photos d'anciens enfants placés et d'animaux domestiques actuels, un Golden Retriever nommé Duke et un chat appelé Whiskers, qui regardaient Adélaïde avec une indifférence royale. « Nous prendrons bien soin d'elle », assura Mme Johnson à Mme Chen alors qu'elle se tenait dans l'entrée. « Et elle pourra venir nous rendre visite quand elle le voudra. » Adelaide serra contre elle le chien en peluche que Rita lui avait donné, se sentant perdue. Les Johnson semblaient gentils, mais ils étaient des étrangers, et ce n'était qu'une nouvelle étape temporaire dans une vie qui semblait entièrement temporaire. Alors que Mme Chen s'apprêtait à partir, Adelaide lui saisit la main. « Merci pour tout. » Mme Chen la serra dans ses bras. « Tu as mon numéro. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu m'entends? » Elle s'écarta et regarda Adelaide dans les yeux. « Et Adelaide, Brooks m'a appelé hier. Il voulait que je te parle des clubs si tu en as besoin. » Ils sont sincères. Cette nuit-là, allongée dans un lit inconnu dans une chambre inconnue, Adelaide sortit son téléphone et fixa le numéro de Brooks. Elle n'appela pas, ne voulant pas le déranger, ne sachant même pas quoi lui dire. Mais savoir qu'elle pouvait le faire, savoir qu'il y avait des gens en cuir et en patch qui étaient là pour elle alors que personne d'autre ne l'était, rendait l'obscurité un peu moins oppressante. 6 semaines plus tard, Adelaide rentrait de l'école à pied lorsqu'elle entendit le grondement familier. Elle se retourna et vit Brooks s'arrêter à côté d'elle sur sa moto, Rita le suivant de près sur la sienne. Ils coupèrent leur moteur et Brooks retira son casque en souriant. « Salut petite, comment ça va? » Adelaide ne put s'empêcher de sourire. « Bien, les Johnson sont sympas. L'école se passe bien. J'ai eu un A à mon projet de science. C'est super. » La fierté de Brooks semblait sincère. « Écoute, Rita et moi allions manger des hamburgers au restaurant. Tu veux venir avec nous? On a déjà demandé la permission à tes parents d'accueil. » Adelaide grimpa à l'arrière de la moto de Rita. Elle avait été équipée d'un casque et d'une veste adaptée, la sécurité étant non négociable, et elle traversait Bend alors que le soleil de l'après-midi peignait les montagnes Cascades en or. Au restaurant Franklin's, Roy leur fit signe de s'asseoir à une table et leur apporta des milkshakes au chocolat sans qu'ils aient eu à les demander. « Alors, » dit Rita en volant une frite à Adelaide, « nous avons entendu dire que ta mère se portait bien dans son traitement 3 semaines sans boire. » Adelaide acquiesça. Elle rendait visite à sa mère 2 fois par semaine lors de séances supervisées où elle discutait et parfois restait simplement assise en silence. C'était difficile de voir sa mère lutter, de voir les conséquences physiques et émotionnelles du sevrage. Mais Karen essayait. Elle essayait vraiment.
Comment tu te sens? Demanda Brooks avec précaution. Effrayé, admit Adelaide. Comme si j'attendais que le couperet tombe, mais aussi pleine d'espoir. C'est bizarre. Pas du tout. Rita la rassura. Le rétablissement est compliqué. Ce n'est pas une ligne droite. Mais le fait qu'elle se batte, c'est ce qui compte. Elle est parlèrent de l'école, du 8e anniversaire d'Adelaide qui approchait, du rassemblement de motos prévu au printemps par le club. Brooks mentionna en passant qu'ils avaient créé un fonds de bourse d'études pour les enfants dans la situation d'Adelaide, dont les parents en convalescence avaient besoin d'aide pour les fournitures scolaires et les activités, et parfois simplement d'un adulte de confiance à qui parler. L'idée m'est venue d'un enfant de 7 ans, dit Brooke qui, en croisant le regard d'Adelaide avec un petit sourire. Alors qu'ils finissaient leur repas, Adelaide remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Les autres clients jetaient des regards vers leur table, et si certains semblaient lassés, la plupart affichaient d'autres choses, du respect, voire de la gratitude. La nouvelle s'était répandue au sujet du jour de Noël, des quelques 200 personnes qui s'étaient réunies, des moteurs qui avaient fait preuve de plus de compassion que les systèmes censés protéger les enfants. L'officier Jasper Kent entra dans le restaurant, les repéra et, après un moment d'hésitation, s'approcha. Brooks, Rita, Adelaide. Il leur fit un signe de tête à chacun. Ça vous dérange si je me joins à vous un instant? Brooks lui indiqua le siège vide et Jasper s'assit, l'air mal à l'aise, comme Adelaide ne l'avait jamais vu. Je voulais vous dire, dit Jasper en s'adressant à Brooks, que les services sociaux vous ont félicité dans leur rapport. Ils ont dit que votre intervention la veille de Noël avait peut-être sauvé Adelaide d'une situation dangereuse. Ils s'en servent comme exemple de coopération communautaire. Il fit une pause. J'avais tort de te reprocher de l'avoir emmené au clubhouse. Tu as fait ce qu'il fallait. Brooks l'observa longuement, puis lui tendit la main. Nous voulons tous la même chose, Jasper, la sécurité des enfants. Parfois, nous empruntons simplement des chemins différents pour y parvenir. Jasper lui serra la main. Quelque chose avait changé entre eux. Pas exactement de l'amitié, mais de la compréhension. Un respect mutuel gagné par les actes plutôt que par les mots. Après le départ de Jasper, Adelaide posa la question qu'elle retenait depuis des semaines. Pourquoi m'avez-vous aidé? Vraiment? Vous ne me connaissiez pas. Vous ne me deviez rien. Brooks resta silencieux un instant, tapotant la table du bout des doigts. Quand j'avais 8 ans, mon père est parti faire la fête pendant 3 jours, me laissant seul dans notre appartement, sans nourriture, sans chauffage. C'était en février, dans le Montana. J'avais tellement peur et faim que je suis allé à la station de service la plus proche et j'ai essayé de voler un sandwich. Il sourit tristement. Je me suis fait prendre. Je m'attendais évidemment à ce que les flics m'emmènent au centre de détention pour mineurs ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, un type costaud, qui avait de l'air méchant comme tout, a payé le sandwich, m'a acheté un sac entier de provisions, m'a ramené chez moi et, quand il a vu comment je vivais, il n'a pas appelé les services sociaux. Il a appelé ses amis. Les Hells Angels, dit Adelaide doucement. Brooks acquiesça. Il s'assurait que je mangeais, venait de me voir. Quand mon père est finalement revenu, ils ont eu une conversation avec lui au sujet de ses responsabilités. Ça l'a effrayé pendant un certain temps. Ces hommes m'ont sauvé la vie, Adelaide, au sens propre comme au figuré. Alors quand je t'ai vu seul dans le froid la veille de Noël, je me suis vu et je me suis dit, si quelqu'un s'est occupé de moi, je peux certainement m'occuper de quelqu'un d'autre. Rita a ajouté, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous un passé, nous avons tous fait des erreurs, des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais s'il y a une chose que nous savons faire, c'est prendre soin des nôtres. Et Adelaide, que tu portes un patch ou non, tu fais partie des nôtres maintenant. Ed sentit les larmes lui piquer les yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance, d'être valorisé, d'apprendre que la famille n'était pas une question de biologie, mais de choix. Merci, murmura-t-elle, de m'avoir choisi. Le printemps arriva lentement, la neige fondant en rivière, révélant le paysage rude et résistant qui se cachait dessous. Adelaide observait cette transformation depuis la fenêtre de la classe de Madame Chen, où elle avait retrouvé un certain sentiment de normalité, si l'on pouvait considérer comme normal d'être correspondante avec un groupe de motards
qui lui envoyaient des cartes postales depuis leur destination de rallye et des colis remplis de livres et de matériel artistique. Sa mère avait arrêté son traitement depuis 3 semaines, vivait dans un centre de désintoxication de l'autre côté de la ville, travaillait dans une épicerie et assistait à des réunions tous les jours. Adelaide la voyait 2 fois par semaine lors de visites supervisées qui s'étaient progressivement assouplies à mesure que Karen prouvait son engagement. Elle reconstruisait leur confiance lentement, prudemment, comme si elle construisait une maison sur des fondations endommagées. Mais aujourd'hui était un jour spécial. C'était le 8e anniversaire d'Adelaide et pour la première fois de sa vie, sa mère s'en était non seulement souvenue, mais elle s'était également arrangée avec les Johnson et Madame Chen pour lui organiser une véritable fête. La fête avait lieu au Riverbend Park, au bord de la rivière des Suits, où les premières fleurs sauvages commençaient à éclore. Adelaide arriva avec les Johnson et découvrit des banderoles accrochées aux arbres, une table de pique-nique chargée de nourriture et une banderole sur laquelle était écrit « Joyeux 8e anniversaire, Adelaide », en lettres joyeuses qui ressemblaient étrangement à l'écriture de Rita. Mais c'est la foule qui a coupé le souffle à Adelaide. Ses camarades de classe étaient là, accompagnés de leurs parents. Madame Chen avait amené son neveu et sa sœur. Roy Franklin avait fermé son restaurant pendant 1 heure pour assister à la fête et avait apporté un gâteau d'anniversaire décoré de motifs de moto. La famille élargie des Johnson était venue, traitant Adelaide comme si elle avait toujours fait partie de leur clan. Et bien sûr, il y avait les Hells Angels. Brooks était arrivé avec au moins 30 membres du High Desert Chapter, leurs motos garées en rang d'oignons le long de la route. Ils avaient apporté des cadeaux, des choses pratiques comme un nouveau manteau d'hiver et des fournitures scolaires, mais aussi un skateboard, des kits de dessin et un journal intime avec une couverture en cuir estampillée des initiales d'Adelaide. 8 ans, avait dit Brooke en s'accroupissant à sa hauteur, comme il l'avait fait le premier soir. Tu deviens une grande fille maintenant. Comment te sens-tu? Bizarre, admit Adelaide, mais dans le bon sens. J'attends toujours que quelque chose tourne mal. C'est possible, dit Brooke honnêtement. La vie ne cesse pas d'être difficile simplement parce que tu le souhaites. Mais Adelaide, regarde autour de toi. Tu vois tous ces gens? Ils sont là parce qu'ils tiennent à toi, parce qu'ils ont décidé que tu comptais pour eux. Cela ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. C'est ça, la famille. Karen arriva en dernier, marchant lentement sur l'herbe, comme si elle s'approchait de quelque chose de fragile et de précieux. Elle semblait en meilleure santé qu'Adelaide ne l'avait vue depuis des années, les joues colorées, le regard clair, les mains fermes alors qu'elle portait un petit cadeau emballé. « Bonjour, ma chérie, dit Karen doucement. Joyeux anniversaire. »« Merci, maman. » Adelaide accepta le cadeau et le déballait pour découvrir un album photo fait main. À l'intérieur se trouvaient des photos qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Des photos de bébé, Adelaide enfant à la plage, sa remise de diplôme à la maternelle. Sa mère avait collectionné les souvenirs des bons moments, ceux d'avant que tout ne s'effondre. « Je sais que je ne peux pas te rendre les années que j'ai gâchées, » dit Karen, les larmes coulant sur son visage. « Mais je veux que tu te souviennes qu'il y a aussi eu de bons moments, que je t'aimais même quand j'étais trop malade pour te le montrer correctement. Et Adelaide, je vais continuer à me battre chaque jour. Je vais regagner le droit d'être ta mère. » Adelaide regarda sa mère, la regarda vraiment, et ne vit pas la femme qu'il avait abandonnée la veille de Noël, mais une personne qui luttait contre des démons qu'Adelaide ne pouvait pas tout à fait comprendre. Une personne qui essayait. « Je t'aime, maman, » dit Adélaïde, « et je suis fière de toi pour avoir essayé. » Elle sait trahir, et cela semblait différent d'avant. Plus honnête, plus réel. La fête était tout ce dont Adélaïde, âgée de 8 ans, avait toujours rêvé. Ils mangèrent du gâteau et jouèrent à des jeux, et elle battit Gavin au cornhole, ce qu'il attribua à la chance, mais tout le monde savait que c'était grâce à son talent. Rita lui apprit à lancer correctement un ballon de football américain. Brooks lui a montré des photos du rallye du mois dernier et lui a promis de l'emmener faire un tour quand elle serait plus grande et avec la permission de sa mère. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant tout d'une lumière dorée, l'agent Jasper Kent s'est arrêté dans sa voiture de patrouille. Adélaïde s'est tendue un instant, ses vieilles habitudes de peur reprenant le dessus, mais Jasper s'est simplement approché avec un sourire et lui a tendu une carte. « De la part du département », a-t-il expliqué.
Nous avons entendu dire que tu allais bien. Nous voulions contribuer à ton anniversaire. À l'intérieur de la carte se trouvait un chèque cadeau pour la librairie locale et une note signée par plusieurs agents. Nous sommes fiers de toi, Adelaide. Continue à être courageuse. Adelaide l'a montré à Brooks, qui l'a lu puis a regardé Jasper avec quelque chose qui s'apparentait à du respect. Les temps changent, a murmuré Brooks. Peut-être, acquiesça Jasper, ou peut-être sommes-nous simplement en train d'apprendre qu'il est plus important de bien agir envers les enfants que de nourrir de vieilles rancunes. À la fin de la fête, Adélaïde se retrouva au bord de la rivière, regardant l'eau couler sur les rochers polis par le temps. Madame Chen vint se placer à côté d'elle. « Quelle année tu as vécu ?» dit son enseignante. « Oui. » Adelaide repensa à cette nuit de décembre dernier, debout dans le froid devant le restaurant, se sentant invisible et oubliée. Elle repensa à Brooke arrêtant sa moto, aux quelques 200 personnes qui s'étaient présentées le matin de Noël, au fait d'avoir appris que la famille n'était pas une question de sang ou d'obligation, mais de choix, d'attention et de présence quand cela comptait. « Madame Chen, pensez-vous que tout ira bien pour moi? » Madame Chen passa un bras autour des épaules d'Adelaide. « Je pense que tu vas plus que bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu as appris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent qu'à un âge beaucoup plus avancé. Tu as appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, qu'accepter l'amour venant d'endroits inattendus n'est pas mal, et que ta valeur ne se mesure pas à tes débuts, mais à la façon dont tu continues. » Adelaide se blottit contre son enseignante, regardant Brooks et Rita aider à nettoyer après la fête, tout en discutant tranquillement avec des gens qui n'auraient probablement jamais imaginé avoir une conversation civilisée avec les Hells Angels. Elle regarda sa mère plier soigneusement la banderole d'anniversaire, bougeant avec la concentration délibérée de quelqu'un qui se remet petit à petit. Elle regarda Jasper rire avec Gavin à propos de quelque chose qu'Adelaide ne pouvait pas entendre. « Ils ne sont pas ce que les gens pensent qu'ils sont, » dit Adelaide doucement. « Les Hells Angels, Brooks, Rita et tous les autres. Tout le monde dit qu'ils sont dangereux, mais ce sont eux qui sont venus quand personne d'autre ne l'a fait. Les gens sont compliqués, dit Madame Chen. Nous avons tous en nous une part d'ombre et une part de lumière. Les Hells Angels ont leur zone d'ombre, leur côté rugueux, mais quand il s'agit de toi, Adelaide, ils ont choisi d'être la lumière. Ils ont choisi d'être une famille. C'est ça qui compte. » Brooks appela depuis l'autre bout du parc. « Hey Adelaide, viens m'aider à convaincre Rita que son chili n'est pas vraiment célèbre dans le monde entier. » Adelaide sourit et courut rejoindre Brooks, qui était clairement en train de perdre cette dispute amicale. Elle s'intégra facilement et naturellement au groupe, comme si elle en avait toujours fait partie. À la tombée de la nuit, alors que les gens commençaient à partir, Brooks prit Adelaide à part une dernière fois. « J'ai un autre cadeau pour toi, » dit-il en lui tendant une petite boîte. « Ne l'ouvre pas maintenant, attends d'être chez toi. »« D'accord, » promit Adelaide, et Brooks enfourcha sa moto, suivi par le reste du club. Le vrombissement des moteurs remplit le parc, et Adelaide les regarda s'éloigner dans la nuit. Ses protecteurs, sa famille, la preuve que le monde recelait plus de gentillesse qu'elle n'avait jamais osé l'espérer. Plus tard dans la nuit, en sécurité dans sa chambre chez les Johnson, Adelaide ouvrit le cadeau de Brooks. À l'intérieur se trouvait un écusson, pas un écusson complet des Hells Angels, mais un écusson personnalisé sur lequel était inscrit High Desert Family, avec une petite moto en dessous. Une note écrite de la main caractéristique de Brooks y était jointe. « Adelaide, ce n'est pas un écusson officiel, et tu n'auras jamais à conduire une moto ou à suivre notre code ou quoi que ce soit d'autre, mais je veux que tu aies quelque chose qui te rappelle que tu as toujours une famille en nous. La vie va te réserver des moments difficiles, tu vas devoir relever des défis, tu vas vivre des jours où tu auras l'impression que personne ne se soucie de toi. Ces jours-là, je veux que tu regardes cet écusson et que tu te souviennes que 200 personnes se sont mobilisées pour toi à Noël. Toute une ville s'est réunie parce qu'elle a décidé que tu comptais. Tu es forte, Adelaide, plus forte qu'une enfant de 8 ans ne devrait l'être. Mais tu n'as pas à être forte toute seule. Tu as Madame Chen, tu as les Johnson, tu as ta mère qui se bat comme une lionne pour être la mère que tu mérites. Et tu nous as, nous. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. De jour comme de nuit, nous sommes là pour notre famille. Toujours. » Brooks Adelaide serra le patch contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais c'étaient des larmes de joie. Des larmes apaisantes.
Les larmes de quelqu'un qui avait appris que le monde était plus grand, plus gentil et plus surprenant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle épingla le patch sur son sac à dos, où il resterait pendant des années. Un rappel que la famille n'était pas une question de sang, de tradition ou de répondre aux attentes de la société. La famille, c'était des personnes qui vous voyaient quand vous étiez invisible, qui étaient là quand vous étiez oublié, qui prouvaient par leurs actes, plutôt que par leurs paroles, que vous méritiez d'être sauvé. Dehors, la nuit était froide et claire dans l'Oregon. Les étoiles brillaient dans l'obscurité. Quelque part, Brooks, Rita et le reste du chapitre du Haut-Désert rentraient chez eux, vêtus de cuir et de chrome, leur loyauté liée au vrombissement des moteurs. Ailleurs, la mère d'Adelaide se battait pour rester sobre un jour de plus, une réunion à la fois. Et dans la maison chaleureuse des Johnson, Adelaide s'endormait, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se sentait en sécurité, appréciée, vue, aimée par la famille qu'elle avait choisie et qui l'avait choisie à son tour.